Les gestionnaires sont très divers sur les zones humides et l'origine de ceci, c'est effectivement que les zones humides elles-mêmes revêtent donc des aspects très divers depuis les secteurs montagneux avec les tourbières qu'on a évoquées tout à l'heure jusqu'au delta et aux estuaires en aval des cours d'eau et des fleuves. Et donc par conséquent, on a des gestionnaires de milieux aquatiques, on a des gestionnaires d'espaces naturels, on a tout un panel d'acteurs assez différents et qui se côtoient peu et qui, j'espère, aujourd'hui auront pu échanger un petit peu et croiser leurs connaissances et leur culture. Donc pareil pour nous, hein, on a utilisé ce même schéma que Frédéric utilisait ce matin autour de la question de la gestion durable, du développement durable. Et pour nous aussi, on essaye de travailler ensemble, les réseaux, et pas uniquement sur la question des zones humides, mais aussi sur la question des zones humides. C'est ce qu'on a essayé de faire pour la préparation de cette journée. Voilà, donc le REN était là avec nous pour préparer cette journée, le pôle relais Lagune et le réseau des gestionnaires de milieux aquatiques. On a en commun cette thématique, on a en commun un certain nombre de gestionnaires aussi, hein, on parlait du JPREB qui est une lagune mais qui est aussi au réseau des gestionnaires de milieux aquatiques. Il y a d'autres exemples dans les parcs naturels régionaux notamment. Et donc voilà, on va passer maintenant à ce temps-là de présentation des réseaux un à un et le lien de chaque réseau avec la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, la gestion des zones humides. Oui, bonjour. Donc, je suis donc l'animatrice du réseau régional des gestionnaires d'espaces naturels protégés de PACA. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes ici, en fait, soit qui me connaissent de nom, soit qui ne me connaissent pas encore. Mais donc, je vais vous présenter brièvement donc, le réseau. Donc, c'est un réseau déjà qui est en fait très ancien. On fête cette année ses 30 ans d'existence quand même. Donc, c'est un réseau qui, à la base, était un réseau directeur. Donc, en 85, en fait, les gestionnaires d'espaces naturels protégés, ils ont décidé de se fédérer pour partager leurs expertises, leurs compétences, leur savoir-faire. Et donc, c'est un réseau qui est copiloté par la DREAL et la région et qui est animé par l'Agence régionale pour l'environnement et l'éco-développement. Donc, avant tout, c'est un outil en fait de réflexion, d'échange d'expériences, de valorisation de compétences et de diffusion d'informations et de sensibilisation du public. Donc, en fait, au niveau de ses membres, donc après, je vous indiquerai en fait les membres du réseau, mais le REN, en gros, c'est la région, ça couvre vraiment tout le territoire régional PACA, et c'est vraiment une mosaïque de milieux naturels constituant vraiment un patrimoine biologique et paysager exceptionnel. Donc, parmi cette mosaïque de milieux naturels, donc bien entendu, il y a les zones humides. Donc en 2015, donc vous voyez avec ces différents logos finalement, donc au niveau des membres du réseau, il y a tous les parcs nationaux, bien entendu, mais également donc les parcs naturels régionaux. Donc dernièrement, on a accueilli un nouveau membre à la dernière assemblée plénière, donc le parc naturel régional des Baronnies provençales, donc qui a intégré le réseau. Donc il y a au niveau des associations également, comme le CENPACA, donc on a pu voir des retours d'expérience ce matin, et également la LPO. Ce qui fait en fait une des richesses en fait du réseau, c'est que vraiment c'est des structures au statut très varié en fait. Donc on a les départements de la région PACA qui en font partie. On a donc également le Conservatoire du littoral. Donc il y a eu pas mal d'exemples tout au long de cette journée sur la gestion des zones humides sur des sites du conservatoire. Et donc voilà, on a également par exemple la Tour du Valat, mais je ferai un petit zoom sur la Tour du Valat qui finalement au niveau des zones humides joue un rôle assez crucial en région. Et c'est vrai qu'on l'a pas trop abordé aujourd'hui. Donc j'ai choisi en fait de faire juste un petit zoom sur la Tour du Valat et son travail de recherche au niveau des zones humides méditerranéennes. Et donc il y a également l'ONF, l'ONCFS qui font partie du réseau et bien entendu les conservatoires botaniques, que ce soit alpins ou méditerranéens. Donc voilà, il y a tout un panel, vraiment ce sont les grands espaces naturels protégés de PACA. Donc le REN, bon,
À la base, donc, c'est un réseau qui est vraiment au service en fait de la biodiversité de notre région, qui est un hotspot de la biodiversité. Et donc, bien entendu, finalement, au niveau du réseau, le réseau il est également au service des zones humides. Et donc, il y a différentes structures au niveau du réseau qui en fait se mobilisent pour assurer la conservation de ce patrimoine naturel exceptionnel et de ces milieux particuliers. Alors là, je vous ai juste mis quelques exemples, mais je pense qu'on a eu pas mal d'exemples en fait depuis le début de la matinée. Mais c'est vrai que les zones humides en PACA, elles revêtent finalement une multitude de visages. C'est une mosaïque de paysages et c'est vraiment des réservoirs de biodiversité. Donc là, à titre d'exemple, bien entendu, ici on est en Camargue. Je pense que c'est vrai quand on parle zone humide en région, on pense tout de suite à la Camargue. Donc c'est le premier site Ramsar qui a été désigné par la France. Ensuite, autre exemple, donc un peu différent, la Plaine des Morts, où là, en fait, il y a des ruisseaux et mares temporaires, qui sont alimentés par les pluies, et donc voilà, maintenant il y a une réserve depuis 2009 ou 2010, donc une réserve nationale qui a été créée. Et ensuite, pour donner un exemple un peu plus montagnard, il y a les tourbières, notamment dans le Queyras, ou au niveau du lac Tourbière de Roux. Donc voilà, c'est vraiment un écosystème particulier, les tourbières, donc voilà, qui sont à protéger. Donc, comme je vous l'avais dit, j'ai voulu faire un petit zoom sur la Tour du Valat, qui est en fait une fondation privée qui a été créée il y a une cinquantaine d'années. Donc, ils ont fêté leurs 60 ans en fait l'année dernière, ou cette année, j'ai un trou. L'année dernière, oui. Et donc, eux, alors ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de cet organisme, là, on est à une autre échelle en fait. Il y a quand même vraiment l'idée de travailler en fait à maîtriser en fait la perte de ces zones humides, mais au niveau du bassin méditerranéen. Et donc, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce niveau-là, mais donc, on pense notamment à l'Observatoire méditerranéen des zones humides. Et je pense que ça, c'est vraiment un outil important à avoir en mémoire pour tous les gestionnaires de zones humides. C'est vrai que là, on est à une autre échelle stratégique au niveau méditerranéen. Mais voilà, c'est important de prendre ce recul. Et donc, voilà, je vous ai mis rapidement, en fait, l'émission de la Tour du Valat, donc, qui s'articule, en fait, autour de 3 thèmes au niveau de leur programme: la conservation des espèces et de leur population dans le contexte des changements globaux, la modélisation, la restauration et la gestion des écosystèmes, et ensuite le suivi, évaluation et politique des zones humides. Donc ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est qu'en fait la Tour du Valat, c'est également un grand centre de ressources en fait vraiment unique sur le bassin méditerranéen au niveau de tout ce qui est par exemple écologie des zones humides. Voilà, il y a vraiment des scientifiques qui sont là, il y a plein d'études, donc c'est vraiment un endroit où on peut retrouver de la ressource. Donc là, je vous ai juste mis à titre d'exemple quelques plaquettes ou événements qui sont organisés par les membres du réseau, mais il y en a beaucoup plus que ça. Mais bon, j'avais voulu faire juste... bon, après, le Pôle Relais Lagune va en parler, mais il y a la Journée mondiale des zones humides également, et donc qui est co-organisée par le Pôle Relais, mais avec des membres du réseau, la LPO, le Conservatoire, la Tour du Valat, etc. Et le Parc de Camargue, par exemple. Voilà, et donc là, il y a quelques... Donc elles sont assez récentes quand même. C'est des publications donc, de l'Observatoire des zones humides méditerranéennes qui sont assez intéressantes. Donc je vous invite à télécharger sur leur site en fait. Donc voilà, pour finir, juste au niveau du réseau, donc là vous avez mon contact. Bon, n'hésitez pas à venir me voir si vous avez besoin d'informations. Mais donc au niveau du réseau, on organise des journées comme aujourd'hui. Donc là, c'est vrai que je remercie le réseau des milieux aquatiques de m'avoir associé à l'organisation de cette journée. Je pense qu'au vu de la thématique, c'était important qu'on soit tous là ici, c'est les 3 réseaux ensemble pour organiser cette journée. Et ça permet comme ça de partager entre gestionnaires de milieux aquatiques et peut-être plus largement en fait nos réflexions. Et voilà, sinon, juste à titre d'information, c'est vrai que j'en ai parlé avec une personne de la Tour du Valat tout à l'heure, avec Virginie. Au niveau du réseau, donc on organise des rencontres également. Et donc dernièrement, on a une rencontre en fait le 18 juin en fait, c'est une rencontre qui vise à créer du lien entre gestionnaires d'espaces naturels et entreprises.
Donc c'était les 3e rencontres qu'on organise là cette année. Et c'est vrai qu'il y a la recherche, j'ai vu dans les exemples en fait, qui ont été présentés, notamment au niveau du parc naturel régional du Luberon, il y a parfois des mécènes, ou au niveau des salins, il y a certains mécènes, et c'est vrai que nous, au niveau des réseaux, on essaie en tout cas d'apporter aux membres une boîte à outils, voilà, pour pouvoir arriver à approcher donc les entreprises et créer peut-être au départ plus un mécénat de compétences par exemple, mais qui pourra au bout d'un certain temps, parce que c'est un travail je dirais de longue haleine, hein, c'est l'histoire d'une rencontre qui pourra après aboutir, pourquoi pas, des partenariats financiers ou autres. Et donc juste pour information, dans la salle donc il y a Paloma Boudou donc qui nous a rejoint au niveau des réseaux et qui s'occupe de cette mission de rapprochement avec les entreprises. Donc voilà, elle est ici. Voilà, ben, je vous remercie. Il y a un catalogue des fiches projets des membres, et donc ça c'est très intéressant de penser à ça, à rédiger des fiches pour des projets en recherche de mécénat ou de partenariat pour les entreprises, parce que c'est un des outils forts qui a été mis en place le 18 avec le club mécénat naturel, quoi, en fait, voilà. Il y en a eu 36 en fait, 36 fiches projets donc de tous ces membres qui sont en recherche, voilà, sur des actions concrètes, qui sont en recherche de mécénat. Donc c'est vrai, n'hésitez pas à nous les transmettre et les transmettre à Paloma. Voilà, merci. On va passer donc à la présentation du réseau régional des gestionnaires de milieux aquatiques, donc que j'anime avec Nicolas Metsu. On est 2 co-animateurs de ce réseau. Donc c'est également un réseau, un des réseaux animés par l'Agence régionale pour l'environnement, qui est un petit peu moins vieux que le REN. Nous, on n'a que la moitié d'existence, on n'a qu'une quinzaine d'années d'existence. Alors quels sont les objectifs de ce réseau ? Ce réseau, il a pour objectif de promouvoir une gestion durable et intégrée des milieux aquatiques. C'est en tout cas ce qui est écrit dans la charte qu'on demande à chaque structure adhérente au réseau de signer pour que les élus de ces structures-là soient aussi impliqués et s'impliquent dans l'idée d'une gestion durable et intégrée des milieux aquatiques, avec un réseau qui est issu en fait de deux besoins communs, celui d'une incitation des partenaires institutionnels à constituer un réseau d'échanges et d'informations au sein de la région PACA, et celui aussi d'un réseau d'acteurs qui existait à l'échelle nationale, qui était un réseau d'associations, enfin une association nationale, une association rivière nationale, et qui à un moment donné, quand les structures se sont un peu étoffées, et se sont multipliés sur le territoire, il y a eu un besoin de régionaliser ces associations. Donc ce réseau porté par l'ARP est issu de ces deux besoins initiaux. Donc c'est un réseau qui se veut vraiment relais entre les acteurs de terrain et les partenaires institutionnels pour développer une synergie entre l'ensemble de ces acteurs, des acteurs de l'eau, pour mettre en place des actions communes et fédératrices, et pour valoriser et mutualiser les compétences et savoir-faire dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, sachant que ce que porte le réseau au travers de la notion de gestion intégrée, c'est bien l'idée de porter à la fois ces notions de gestion des inondations et de prévention et protection des milieux. Donc, qui sont les membres de ce réseau? Donc, ce sont les gestionnaires de milieux aquatiques de la région PACA. Donc pour vous dire un petit peu qui sont ces structures, c'est une 60aine de structures recensées comme gestionnaires de milieux aquatiques qui couvrent à peu près 80% du territoire. Et la plupart de ces structures, 80%, sont des syndicats de rivières ou syndicats de bassins versants. Il y en a une 50aine sur le territoire, répartis voilà, sur l'ensemble du territoire. La cartographie que vous voyez là n'est pas tout à fait à jour parce qu'il y a des nouvelles structures qui se sont créées, notamment je vois qu'il y a un trou sur le bassin de l'Argence, alors qu'il y a un syndicat de l'Argence qui existe depuis plus d'1 an. Il faut qu'on mette à jour. Quelles sont les missions exercées par ces structures? Alors là, je vais vous faire une petite présentation sur la base d'un état des lieux qu'on a fait l'année dernière dans le cadre de la préparation de la GEMAPI et de tout ce qui émerge sur le sujet. On a voulu faire un état des lieux des enjeux, des structures qui existent sur les bassins versants de la région PACA. Et dans le cadre de cet état des lieux, on a demandé à chaque syndicat et chaque structure gestionnaire de milieux aquatiques de recenser les missions qu'elles exercent réellement. Donc, et ça nous permet justement aujourd'hui de vous présenter le cœur de métier de ces structures-là. Donc ces structures, ces syndicats de rivière, qu'est-ce qu'ils exercent essentiellement? C'est avant tout le portage de schémas d'aménagement hydraulique à l'échelle du bassin versant,
Donc avec cette notion qu'on a vue aujourd'hui, qui est importante aussi dans l'appréhension de la question des zones humides. Le portage et l'animation de démarches partenariales, on a parlé aujourd'hui largement au cours de la journée de SAGE, contrat de rivière. L'entretien régulier du cours d'eau, qui est un cœur de métier un peu historique, on va dire, de ces structures-là. Des travaux d'aménagement de protection contre les inondations, avec le portage notamment de PAPI, de programmes d'action pour la prévention des inondations. Des travaux d'aménagement, du lit des berges, de restauration hydromorphologique, des travaux de restauration et de continuité écologique et sédimentaire. Donc ça, c'est plus de 80 à 90% des structures qui portent ce type de mission-là. Et puis on a des missions qui sont peut-être un petit peu moins systématiques, mais qui concernent déjà quasiment encore 60% des structures, qui sont vraiment dans l'accompagnement des politiques publiques d'aménagement du territoire. Donc là, ça va de l'accompagnement jusqu'à des avis sur des permis de construire, à des démarches plus globales d'accompagnement, d'être partenaire associé dans l'élaboration des PLU ou des SCOT. Du contrôle et de la régulation d'espèces invasives. Vous le verrez dans les actions qu'on a menées, la question des espèces invasives est largement récurrente. Et d'ailleurs, je crois qu'on a mis à votre disposition, juste en consultation, un des ouvrages qu'on a réalisé sur ce sujet. La plupart de ces structures aussi, on est toujours à 50-60% des structures, même plus largement de 60%, qui ont des actions, qui mènent des actions d'éducation, de sensibilisation au développement durable. Le portage d'actions de maîtrise foncière, il y a encore 50 à 60% des structures qui portent directement des actions de veille ou d'actions de maîtrise foncière. Et on arrive à ce qui concerne vraiment le cœur de la journée aujourd'hui. On a près de 50% de ces structures qui mènent directement des actions de préservation, de restauration des zones humides, alors, au travers d'études, de plans de gestion, de veille, d'acquisition foncière, des travaux de restauration, mise en valeur de sites. Et plus de 40% de ces structures qui assurent directement l'élaboration et le suivi de DOCOM Natura 2000 sur des milieux aquatiques et annexes. Donc là maintenant qu'on a présenté un peu qui étaient les acteurs de ce réseau, je vais vous parler un peu des actions qu'on mène au niveau du réseau. Donc dans ces objectifs d'échange et de valorisation de retour d'expérience, on organise des journées techniques, il manque un S, désolé. On organise des journées techniques d'échange, donc c'est 3 à 4 journées thématiques par an depuis 15 ans, ça nous fait une cinquantaine de journées à notre actif, on va dire. Pour nous, c'est qu'une seule grande journée, c'est pour ça. Mais... Voilà. Qui concerne quel sujet? Alors là, j'ai hiérarchisé, je me suis amusée à regarder un peu la redondance des thématiques des journées pour hiérarchiser un petit peu ce sur quoi nos journées portent. Donc c'est vrai qu'elles portent essentiellement sur de l'information sur les politiques de l'eau, sur de l'actualité juridique. On a fait des journées, chaque grand texte, sur la LEMA, plus récemment sur le décret DIG, sur la GEMAPI et la loi MAPTAM. La loi NOTRe au mois de septembre bientôt. On va parler de la loi NOTRe dans une journée en septembre. Sur les documents de planification, le SDAGE, on en a fait une en début d'année sur le SDAGE, le PAMM et le PGRI, donc les plans de gestion inondation, milieu marin et le SDAGE. Des journées ciblées sur la communication, éducation et environnement, c'est une thématique forte, redondante pour les structures de gestion, et on sait bien que l'éducation, l'environnement et la communication, c'est le gage de porter des politiques qui soient aussi soutenues, qui soient comprises et durables. Évidemment, la prévention des inondations et la gestion des digues, notamment, qui est un sujet technique fort et sur lequel le besoin d'échange technique est très présent. Des journées concernant l'eau et l'aménagement du territoire, avec cette vision plus large du lien à l'aménagement du territoire, qui est aussi le gage de réussite des actions qui sont portées. Et puis des journées sur les zones humides, c'est pas la première qu'on fait, je crois que c'est la troisième qu'on fait au sein du réseau. Des thématiques plus spécifiques sur les espèces invasives, la continuité écologique, l'hydromorphologie, la ressource en eau avec les plans de gestion de la ressource en eau, etc. Des choses qu'on a abordées dans les précédentes journées et qu'on aura sans doute à aborder à nouveau, parce qu'on va dire que ces 3 derniers points sont plutôt des thématiques émergentes sur lesquelles il y a de la demande encore plus forte aujourd'hui. Donc voilà, l'organisation des journées techniques. Suite à ça, on a aussi des outils de publication technique ou de valorisation de ces journées. Vous avez vu donc en consultation les outils concernant les plantes envahissantes. Un outil de valorisation qui a été réalisé à l'occasion des 10 ans du réseau, qui était plutôt un outil de sensibilisation et pour offrir et valoriser l'action des gestionnaires de milieux aquatiques auprès d'un public notamment d'élus, avec le livre des rivières et des hommes. Des rapports d'analyse
plutôt techniques ou notamment un rapport qu'on a porté sur la gestion des cours d'eau et sur l'évolution de la gestion des cours d'eau, dans lequel on avait porté la proposition de reconnaissance des structures de bassin versant, des structures locales de bassin versant en EPAGE, une proposition qui a été retenue dans les textes de loi. Donc pas forcément dans la version initiale qu'on avait portée. Hein. Toutes nos propositions n'ont pas été retenues, mais pour autant le terme d'EPAGE qui a été initié au sein du réseau a été retenu dans le texte de loi. Et puis des publications de valorisation des journées techniques, donc il y en a un certain nombre d'exemplaires en consultation, avec notamment plus récemment un guide sur les bonnes pratiques sur la continuité écologique. Juste pour finir sur les actions du réseau, on anime aussi des groupes de travail thématiques, on contribue aussi à des groupes de travail en région ou à l'échelle nationale. On a eu notamment pas mal de participer à des groupes de travail aux différentes échelles. En interne du réseau, donc on a un groupe de travail concernant la réflexion sur la GEMAPI et les EPAGE, un groupe de travail plus récent sur la continuité écologique, le suivi des politiques sur les espèces invasives. Donc là, c'est plutôt une participation aux travaux qui se font, et notamment plus récemment sur une réflexion. La stratégie de bassin sur les espèces invasives, il y a un groupe de travail qui se met en place au niveau bassin. Émilie Luneau, qui a présenté ce matin, fait partie de ce groupe de travail également. Voilà, et puis des contributions à divers groupes de travail sur les politiques, qu'elles soient régionales, de bassin, ou des groupes de travail nationaux, et dans lesquels nos propositions sur la notion d'EPAGE nous ont amenés à participer et à contribuer au travers de témoignages de ce que sont et ce que font les structures qui sont membres de ce réseau. Et on propose aussi une veille informative et documentaire, avec l'animation aussi d'un site internet dans lequel il y a un espace de forum, un espace aussi qui est en cours d'amélioration sur le partage de cahiers des charges. Et ça, c'est vrai qu'on l'a évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui, ces modèles de cahiers des charges. Il y a un besoin fort là-dessus, et on est en train de simplifier l'outil qu'on avait mis en place, mais qui était peut-être un petit peu complexe d'accès. On est en train de le simplifier parce que c'est une demande qui est largement renouvelée sur toutes les thématiques, mais les zones humides y compris, d'avoir à disposition et de pouvoir échanger sur des cahiers des charges techniques. Voilà. Donc le pôle relais lagune méditerranéenne, donc c'est un des 5 pôles relais zones humides, hein, puisqu'il en existe 5 à l'échelle nationale, pour rappel. Donc je fais bref hein, sur ce dispositif donc, qui est né en 2001, aussi suite à la lignée donc, du premier plan, dans la lignée du premier plan national d'action pour les zones humides. Donc c'est également un réseau voilà, qui existe depuis une quinzaine d'années. Donc c'est un dispositif innovant qui est vraiment au service des acteurs des zones humides également. Nous, on est donc sur une thématique en particulier, c'est celle donc, des étangs littoraux, vous l'avez bien compris, et des zones humides périphériques donc, de ces étangs. Ça représente à peu près 130 000 hectares en fait, de zones humides littorales. Donc, je disais donc au service des acteurs, puisque nous partageons en fait au sein des différents pôles relais zones humides des missions donc communes que vous pourrez également retrouver donc dans cette plaquette que nous avons mis là-bas donc à l'entrée de la salle. Donc il y a la plaquette des pôles relais zones humides. Donc, qui vise à mutualiser, à diffuser donc, des connaissances, à promouvoir une gestion durable donc, en s'appuyant en fait, sur l'animation d'un réseau d'acteurs, hein, au même titre que les autres réseaux. Des acteurs, on en a à peu près une quarantaine en fait, sur les milieux lagunaires, hein, donc, du Languedoc-Roussillon, PACA et de Corse. On va dire pour résumer, c'est une bonne quarantaine. Nous sensibilisons aussi des publics. Hein, voilà. Donc, pour détailler ces missions principalement, sur la mission par exemple de mutualisation de connaissances et de bonnes pratiques, donc nous avons déployé plusieurs outils depuis ces années, notamment donc, notre site web, nous avons une diffusion de newsletter donc, à laquelle vous pouvez être abonné aussi. On essaie d'en faire une diffusion à peu près mensuelle, plus un hors-série, donc à plus de 2500 destinataires, nous faisons cette diffusion. Donc nous comptons aussi sur des contributions volontaires en fait, de notre réseau d'acteurs, hein, scientifiques, gestionnaires, institutionnels, donc pour relayer leurs informations dans notre newsletter. Nous avons également une base de données bibliographique rassemblant donc, un nombre considérable donc, de notices donc, sur des documents de gestion ou autres, de vulgarisation scientifique qui portent sur les milieux lagunaires. Et nous en faisons aussi un relais à une échelle nationale. Donc l'intérêt aussi pour les gestionnaires de ces milieux-là, c'est aussi de savoir qu'un pôle relais permet de faire le relais à une échelle interrégionale, locale, mais aussi à un relais à l'échelle nationale. Donc nous sommes fortement en lien avec le portail national des zones humides, donc l'ONEMA, qui en fait fédère aussi les 5 pôles relais.
Nous faisons un certain nombre de publications aussi à l'année. Là, cette année, par exemple, en PACA, c'était une publication un peu particulière. Finalement, c'était une production particulière, le film qu'on a vu tout à l'heure. Nous avons également l'opportunité de rebondir aussi sur d'autres choses qui peuvent être faites, comme des expositions que nous pouvons valoriser. Et sinon, en fait, vous allez retrouver aussi des documentations, comme par exemple ce document qu'on a mis également à l'entrée, qui permet de mieux connaître les lagunes pour le grand public, en anglais, en français. Donc, on en a refait une diffusion large dans notre réseau. Et on fait également, par exemple, des travaux type retour d'expérience également, de gestion de zones humides, donc sur les milieux lagunaires. Et donc ce sont des documentations que l'on relaie à l'échelle nationale, encore au travers du portail national des zones humides. En termes d'animation de réseau d'échange, donc au même titre que mes collègues réseau, nous animons un certain nombre de journées à l'année, donc de formation, d'information. Donc on forme des experts du réseau. Avec les experts du réseau, on forme des gestionnaires. Par exemple, on l'a fait sur des méthodes de reconnaissance d'espèces, d'inventaire, donc méthodes aussi de suivi d'habitats de zones humides. C'était le cas voilà, avec ces dernières années. Des journées d'échange aussi pour partager, nourrir de nouveaux projets. Donc on l'a fait l'année dernière, par exemple, une journée sur les méthodes, les indicateurs de suivi de la fréquentation sur les milieux littoraux, où là, on a invité gestionnaires de milieux lagunaires plus autres milieux littoraux, puisqu'on partage des problématiques communes. Également, nous animons donc une plateforme recherche-gestion. Nous aurons donc une journée sur la télédétection et la cartographie des milieux lagunaires en octobre-novembre. On va bientôt vous envoyer cette date. On est en train de fixer ça à notre calendrier, donc qui permet de faire le lien entre scientifiques et gestionnaires. Et nous animons à l'échelle interrégionale donc le forum interrégional des lagunes méditerranéennes, donc qui permet de faire ce lien entre les gestionnaires. Donc on organise nos journées dédiées à ce FILMED, on l'appelle comme ça. Et nous avons mis à disposition des gestionnaires un référent technique aussi qui permet de faire un retour aux gestionnaires donc sur leurs problématiques scientifiques, puisqu'il y a aussi du suivi de milieu. Nous, à l'échelle du pôle, on relaie les informations du suivi dans une base de données à l'échelle donc interrégionale, et nous avons aussi la préoccupation de pouvoir synthétiser ces résultats, d'en faire une diffusion. Également, donc, autour d'Action Phare, nous avons donc, voilà, toute cette mission de sensibilisation des publics. Donc, vous nous connaissez aussi au travers des Journées mondiales des zones humides ou encore maintenant des Journées européennes du patrimoine, puisque nous avons fait une déclinaison de ces Journées européennes du patrimoine autour des milieux lagunaires, ce qui permet en fait de toucher aussi des publics qui ne sont pas forcément acquis à la cause des zones humides. Donc, effectivement, le but est toujours d'attirer un peu plus de monde autour de cette thématique, ce qui n'est pas forcément une chose simple. C'est aussi pour ça qu'on travaille également sur les paysages aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment un levier. Donc on essaie de trouver des thématiques qui fassent levier, que ce soit auprès des élus ou encore auprès du grand public. Donc des fois l'approche par le dessin finalement peut être très intéressante pour ça. Donc on essaie de s'en saisir, on verra bien ce que ça donnera sur du moyen terme. Donc le film, j'en ai parlé, donc je passe. Et puis il y a aussi donc le volet sensibilisation des élus au travers d'une remise de prix. Donc d'ailleurs j'ai ma collègue Virginie Mauclair, donc coordinatrice du pôle, qui est au fond de la salle, qui s'occupe de l'appel à projet, qui portera cette année donc pour le prix 2015, qui portera donc sur le thème de l'adaptation au changement climatique en territoire lagunaire. Et donc cet appel à projet, c'est pour le 26 août, quoi, le dernier dépôt. Virginie, c'est ça la date ? Le 31 août, d'accord, voilà, pour répondre à cet appel à projet. Et voilà, je vais conclure donc effectivement sur ces missions partagées des pôles relais, où vous, en tant que gestionnaire de zone humide, vous pouvez avoir besoin de relier vos informations à l'échelle locale. Je pense que là, vous êtes bien servi, mais si vous avez aussi un besoin à une échelle nationale de relayer vos informations au travers de brèves ou autres, sachez que voilà, vous pouvez retrouver une information sur les sites web des pôles relais, leur base de données. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter vos retours d'expérience à cette échelle-là, à l'échelle locale, puis après nous on fait remonter à l'échelle nationale. Voilà, et pour conclure, je dirais simplement que depuis l'année dernière, il existe un label donc, des pôles relais zones humides. Donc on bénéficie de ce label national qui justement appuie le fait qu'on puisse faire une promotion vraiment des milieux, une promotion d'une gestion durable et qu'on puisse justement diffuser, mutualiser ces connaissances sur les zones humides. Donc on est labellisé pôle relais désormais, voilà, il y a une charte de reconnaissance.